Bonjour, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez mettre un petit oui dans le chat si vous entendez bien ma voix, s'il vous plaît? Comme ça, super. Parfait. Eh bien, bienvenue. Merci d'être là aussi nombreux. Donc aujourd'hui, notre webinaire est animé par Florence Mathias, l'autrice de la méthode Lettres et compagnie, et sur le thème se préparer à apprendre à lire avec le développement de la conscience phonémique et du principe alphabétique. Donc la présentation va durer une quarantaine de minutes et ensuite vous aurez un temps où l'autrice va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant la présentation ou après, et puis l'autrice pourra répondre à toutes vos questions. Je vais lui laisser la parole et je vais partager la présentation. Là, on me voit en grand. J'arrive. Bonjour à tous. Hop. Ah, super. Voilà, ça va arriver. Donc, tu me dis, Marie, quand je peux commencer? Alors, est-ce que là, je veux juste vérifier. Est-ce que vous voyez bien l'écran avec le PowerPoint? Est-ce qu'il est en grand? Oui, moi, c'est bon. Super. Eh bien, c'est parti. Bon, bonjour à tous. Je me présente, Florence Mathias. Je suis enseignante dans une classe de petite section, grande section dans le Puy-de-Dôme. Et comme a dit Marie, je suis l'autrice de Lettres et compagnie. Mais aujourd'hui, le but, c'est de vous faire une petite présentation autour du principe alphabétique et de la conscience phonémique à la maternelle. Sachant que cette formation, d'habitude, elle prend entre 3 et 6 heures. Alors, vous vous doutez bien qu'en 40 minutes, ça va être un peu bref. Mais j'espère que j'aurai quand même réussi à vous apporter quelque chose. Donc du coup, Marie, je sais pas comment tu fais, mais voilà, parfait, nickel. Du coup, j'ai prévu le déroulé de ces 40 minutes en 3 temps. Un premier temps où je vais revenir sur l'enseignement de la conscience phonémique et du principe alphabétique en revenant sur les enjeux et les difficultés d'un tel enseignement. Et puis dans un deuxième temps, on viendra plus précisément sur l'outil Lettres et compagnie qui permet de construire ce lien graphème-phonème en vous expliquant le cheminement qui m'a amené à créer cette méthode et comment la mettre en place et l'utiliser au quotidien. Et puis donc après, comme vous a dit Marie, il y aura un temps d'échange et de questions. Alors en fait, tout a commencé il y a presque 20 ans, dans les années 2000, où en fait des Américains se sont regroupés, ont fait une méta-analyse pour définir les 5 compétences qui étaient des prérequis nécessaires à la réussite de tous les enfants dans l'entrée dans l'apprentissage systématique et explicite de la lecture et de l'écriture au CP. Et donc, bien entendu, ça sous-entendait des compétences que nous, on devait faire travailler en maternelle. Ils ont représenté ça sous forme de pyramide. Et en fait... Ah, Marie, ça coupe. Oui, et en fait, du coup, on a 2 grands sous-ensembles. La compréhension écrite qui vise à faire comprendre le propos que l'on écoute ou que l'on veut produire, donc avec des compétences autour du vocabulaire et de la compréhension orale, et une dimension plus pratique qu'on appelle l'identification des mots écrits, où là, on est plus dans l'encodage et le décodage, et qui sous-entend, d'après eux, donc 3 compétences. La conscience phonémique, le principe alphabétique et l'affluence. Là, Marie, il faut que tu cliques pour faire apparaître. Ah. Et donc, en fait, du coup, voilà, moi, j'ai simplifié les choses en disant, en gros, il y a une dimension sémantique et une dimension pratique. Et donc, quelques temps après, 19 ans après, en fait, notre institution s'est enfin emparée de ces recherches-là autour de 2 guides. Il faut que tu cliques, Marie. Le premier qui s'appelle Pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle et qui va donc vous guider sur tout ce qui est l'apprentissage sémantique, donc le vocabulaire à compréhension orale, et un autre qui s'intitule Pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école maternelle et qui va donc gérer plutôt cette dimension pratique. Donc nous aujourd'hui, voilà, parfait. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la conscience phonémique et le principe alphabétique. Et vous voyez que je mets de côté l'affluence. Pourquoi? Parce que par définition, l'affluence, en fait, c'est la capacité à lire correctement un texte avec la prosodie qui va avec. Et donc, si on sous-entend qu'on est déjà en train de lire, ça veut dire qu'on maîtrise déjà les compétences de conscience phonémique et de principe alphabétique et qu'on est rentré dans le décodage. Donc, forcément, ça va être quelque chose qui va être dans un second temps. Donc, je le mets de côté et je prends le temps de définir ce que c'est que la conscience phonémique et le principe alphabétique. Donc, la conscience phonémique, c'est la capacité à analyser phonétiquement un mot, c'est-à-dire que dans le flux oral, on va analyser le mot à l'échelle de la plus petite unité sonore du langage, c'est-à-dire le phonème.
Et le principe alphabétique, en fait, c'est comprendre que les unités écrites, à savoir les lettres, représentent les unités orales, c'est-à-dire les sons, et qu'en fait, on maîtrise ce lien entre le graphème et le phonème. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que dans nos programmes, en 2015 puis en 2021, ça a été plus ou moins mal formulé et ça a généré une certaine confusion au niveau des pratiques. Au niveau de la connaissance du principe alphabétique, en 2015, il était simplement défini comme la simple reconnaissance des lettres dans les différentes graphies. Ça a évolué un peu en 2021 où on commence à parler du nom ou du sein de la lettre, mais j'ai envie de dire quelque part, les habitudes sont prises et dans les classes, on continue à limiter l'apprentissage du principe alphabétique à la simple reconnaissance visuelle des lettres. Et au niveau de la conscience phonémique, il y a eu une confusion entre conscience phonologique et conscience phonémique parce que dans les programmes, en fait, l'intitulé est conscience phonologique et on parle du son qui sous-entend le phonème que dans une toute petite partie qui serait limitée plutôt à la fin de la grande section. Et donc, tu vas vite, Marie. et donc, du coup, ça a généré une confusion, d'autant plus que dans ces programmes, eh bien, les deux parties, les deux concepts, principe alphabétique et conscience phonémique, appartenaient à deux grandes sous-parties, le langage oral et le langage écrit. Donc, il y avait vraiment un distinguo net entre les deux. Et ça a généré quoi? Ça a généré des habitudes de classe qui sont une progression courante au cycle 1 où d'abord on apprend en petite section déjà à écouter le flux oral, puis dans ce flux oral on va discriminer les mots et puis ensuite, là il faut que tu cliques, et puis ensuite on va travailler la notion de syllabe. Ensuite, on va découvrir les phonèmes voyelles et en dernier, on va découvrir les autres phonèmes. Et on voit bien que tout ce travail autour des phonèmes, finalement, va arriver en fin de cycle 1. Et ça, c'est lié à cette confusion et c'est pas en accord avec les recherches. Donc, on va revenir un petit peu sur ces confusions. Et la première, c'est donc la confusion entre conscience phonologique et conscience phonémique. En fait, la conscience phonologique, faut vous imaginer un grand sac dans lequel, en fait, la compétence, c'est analyser le flux oral de la parole suivant différentes unités. Et donc, du coup, vous avez la première unité qui est le mot. Et on appelle ça la conscience lexicale. La seconde unité, c'est la syllabe. Et donc, on appelle ça la conscience syllabique. Et la troisième unité, c'est le phonème. Et là, ils en distinguent deux, mais que nous, on va quand même regrouper. C'est la conscience infrasyllabique, c'est-à-dire qu'on analyse une syllabe à l'échelle du phonème, ou la conscience phonémique, là, on analyse le mot à l'échelle du phonème. Et en fait, quand on regarde cette conscience phonologique, les recherches nous disent... Non, reviens en arrière, s'il te plaît. Les recherches nous disent qu'en fait, il n'y a... Enfin, la conscience lexicale et la conscience phonémique ne sont pas des consciences naturelles. C'est-à-dire que si vous ne faites pas un apprentissage explicite et régulier de ce que c'est que la perception du mot dans le flux oral ou le phonème, l'élève ne développera jamais seul cette compétence. À l'inverse de la conscience syllabique, que les études montrent qu'il réussit à percevoir assez naturellement et que donc sans votre aide, sans votre apprentissage explicite, il va quand même développer cette compétence. Or, si on fait un petit pas de côté dans notre pratique, on voit bien que les habitudes pour travailler la conscience phonologique mettent quand même énormément en avant la conscience syllabique. Or, c'est la conscience naturelle de l'enfant, c'est celle pour laquelle il n'a pas besoin de nous. Alors, j'anticipe vos questions parce que dans mes formations, c'est souvent la question qu'on a. Mais toi, Florence, est-ce que tu continues à faire la conscience syllabique? Oui, mais je l'utilise comment? En fait, je l'utilise en me disant que la syllabe, c'est l'unité que l'enfant va maîtriser. Donc, elle va me permettre de lui faire comprendre les tâches que je veux qu'il réussisse. C'est-à-dire lui faire comprendre qu'est-ce que j'entends quand je veux dire inverser, fusionner. Ça, je vais le travailler avec la syllabe pour qu'après, il puisse le transposer avec une unité plus complexe, à savoir le phonème. L'autre confusion, c'est la confusion entre la simple reconnaissance visuelle des lettres et le principe alphabétique. Le principe alphabétique, c'est donc prendre en compte la lettre dans l'ensemble de ses dimensions, à savoir que la lettre, elle a 3 dimensions, elle est multimodale, elle a sa forme écrite, son nom et son son. Et en fait, en faisant la reconnaissance des lettres, on ne donne qu'une seule information autour de cette lettre. Et les recherches, notamment en développement
psychosociales ont montré que finalement, quand on a une compétence complexe, il faut proposer à nos élèves le plus de portes d'entrée possible vers cette compétence pour que chacun trouve la porte qui l'amène à mobiliser correctement cette compétence. Et Hélène là-bas le dit très bien dans ses travaux. Elle dit que plus, là tu peux cliquer, plus mon réseau de connaissances est riche, meilleure est ma performance. C'est-à-dire que plus je saurai de choses autour de la lettre, plus facilement je la reconnaîtrai. Et donc du coup, suite à ça, on s'est souvent aussi posé la question de la pertinence d'apprendre le nom des lettres, notamment avec toute la mouvance Montessori où on dit de ne pas apprendre le nom des lettres. Pour autant, les recherches, en fait, nous disent que c'est important de donner le nom de la lettre. Pourquoi? Parce que vous voyez, au niveau des noms des lettres, on a les voyelles, le nom correspond au son. Et puis après, on a les consonnes, où là, du coup, on a deux structures. Soit la consonne est mise en valeur avec une voyelle avant, et donc on a les sons qu'on peut facilement prolonger, le F, le S, le M, et du coup qu'on va pouvoir facilement donc prolonger, donc aider à percevoir. Et puis on a ces fameuses consonnes un peu plus difficiles où du coup la voyelle est mise derrière et où du coup l'indice phonologique est au début pour le D, le P, le C, le B. Donc tout ça c'est un petit peu complexe, mais pour autant ce que dit la recherche c'est que comme dans le nom des lettres il y a le son, et bien quelque part on crée une porte, on développe ce qu'ils appellent la sensibilité phonologique, c'est-à-dire que on donne un indice sonore sur le son de la lettre en donnant son nom. Et donc, du coup, c'est l'idée que, eh bien, pour que le réseau soit riche, eh bien, on ne va pas priver un élève de cette information qui est le nom de la lettre parce que ça peut l'amener à bien développer sa sensibilité phonologique. Donc là, tu peux te cliquer 2 fois parce que du coup, voilà. Je vous ai mis derrière une diapo sur le principe alphabétique pour essayer de bien comprendre en fait l'impact des différentes consciences phonologiques dans cet apprentissage du principe alphabétique. Donc j'ai pris les stades d'acquisition mis en avant par Mireille Brigaudio. Donc l'élève, quand il va vouloir commencer à écrire, au début il va faire des signes qui ne sont que des dessins, puis il va commencer à comprendre que l'écrit est régi par un code, celui des lettres, donc il va écrire plein de lettres. Et puis petit à petit, il va comprendre qu'on ne choisit pas n'importe quelle lettre, qu'en fait chaque lettre code un son, donc il va essayer de mieux choisir ses lettres et dans un deuxième temps, ensuite il va essayer de les ordonner pour que ça corresponde au flux oral qu'il est en train d'analyser. Et le dernier niveau, le niveau E, qui est plutôt fin grande section début CP, qui est là une production avec une séparation entre les mots pour produire un texte plus grand, à savoir la phrase. Et en fait, quand on regarde ces stades d'acquisition du principe alphabétique, eh ben, on voit que finalement notre travail sur la conscience lexicale et la conscience phonémique eh ben, est fondamental. Parce que la conscience phonémique, c'est ce qui va permettre de passer du niveau B au niveau C, c'est-à-dire prendre conscience qu'on ne choisit pas les lettres n'importe comment, mais qu'elles codent bien un son. Et puis, la conscience lexicale, c'est ce qui va permettre d'accéder au niveau E. Et on voit bien que pour réussir à accéder au niveau E ou aux autres niveaux précédents, ce développement des consciences est nécessaire et va prendre du temps parce qu'il est complexe et qu'il est donc important de travailler conjointement l'ensemble des consciences phonologiques dès la petite section et tout au long du cycle. Alors, en fait, quand je m'appuie sur les recherches, je m'appuie surtout sur le National Reading Panel des années 2000, mais ils ont continué à évoluer et à faire d'autres recherches. Et il y a eu un second pas en avant en 2004 puis en 2007, où en fait on a dit non mais finalement quand on y regarde de plus près, parler de conscience phonologique, ça aide nos élèves, ça les outille pour le CP, mais on voit pas de nette différence. La différence se fait vraiment quand la conscience phonémique est travaillée conjointement avec le principe alphabétique. C'est que quand on travaille conjointement ces deux compétences, qu'elles ont un réel effet bénéfique sur les apprentissages par la suite. Et donc, à partir de 2004-2007, on a commencé à parler de conscience graphophonémique. C'est-à-dire que désormais, on ne sépare plus le principe alphabétique et la conscience phonémique parce que finalement, pour avoir la lettre dans toutes ses dimensions, il faut maîtriser le phonème, il faut donc maîtriser la conscience phonémique. Alors, je veux bien que tu cliques parce que du coup, tu n'as pas le même diapo. Ouais. Alors, du coup, on voit dans les nouveaux programmes qui arrivent de 2025 que ça y est, l'institution a fini par l'intégrer dans les programmes et on arrête le distinguo conscience phonémique, principe alphabétique dans 2 sous-ensembles différents et on les regroupe ensemble dans l'intitulé passer de l'oral à l'écrit, se préparer à apprendre à lire. Et là, du coup,
on travaille bien conjointement la conscience phonémique et le principe alphabétique. Donc, les outils que je vous présenterai par la suite, donc notamment Lettres et compagnie, eh ben, vous voyez bien que c'est tout à fait adapté au nouveau programme, puisque du coup, eh bien, les nouveaux programmes s'appuient sur la recherche qui a donné la base de Lettres et compagnie. Donc, dans un deuxième temps, là, je vais essayer de mettre en avant les difficultés posées par l'enseignement de la conscience graphophonémique. Et donc, je vais commencer par une petite vidéo, qui est une vidéo d'une enseignante de CP, mais qui, je trouve, illustre très bien notre quotidien et les difficultés qu'on peut rencontrer. Marvin, tu viens au tableau? C'est quoi? Alors, tu montres à tout le monde. C'est Une caméra. caméra. Alors, où est-ce que tu la classes, cette image? Ici, dans cette colonne? Est-ce que tu veux nous redire ce que c'est, ça? C'est une oreille où on n'entend pas. C'est ce que tu viens de dire. D'accord. Donc, c'est je n'entends pas le son A. Alors, est-ce que dans caméra, j'entends ou je n'entends pas le son A? J'entends. Donc, dans quelle colonne on la classe, celle-ci? D'accord. Tiens, à toi de la poser. Alors, pourquoi cette vidéo? Eh ben, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on a au quotidien, c'est-à-dire essayer de faire percevoir le phonème à nos élèves, notamment en maternelle. Et finalement, on est face à un élève qui ne l'entend pas du tout, ce phonème. Et je trouve que quand on voit cette vidéo, il faut se questionner sur deux choses. La première, c'est est-ce que cet enfant, quand il va se rasseoir, il perçoit le son A? Ben, finalement, non. On a l'enseignante qui lui dit qu'on entend le son A, mais elle ne l'a pas outillé pour que la fois prochaine, quand il rencontre caméra, il soit sûr d'entendre le son A. Et ça, c'est un vrai questionnement qu'il faut avoir. Comment je permets à mes élèves de percevoir ce phonème complexe et comment je vais l'outiller, les aider pour que ce ne soit pas juste la maîtresse qui dise oui ou non, si c'est juste ou pas. Donc là, alors ça va être très bref. Je vais lancer quelques pistes parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que le phonème, c'est une unité très complexe à percevoir et déjà, ça va vous donner une idée de progressivité de par la nature. On a les phonèmes voyelles qui peuvent être isolés, donc A, O, I, donc ceux-là, ils sont plus facilement perceptibles. Pourquoi? Parce que justement, ils correspondent quelque part à un mouvement corporel qui est facilement isolable. Ensuite, on a les phonèmes vocaliques, c'est-à-dire où on a un digramme pour coller, c'est-à-dire le OU, le OUA, le ON, qui, pareil, sont isolables, donc facilement perceptibles. Et après arrivent ces fameuses consonnes qui sont plus ou moins difficiles à percevoir, donc celles fricatives qu'on peut prolonger et celles occlusives, celles qu'on a toujours du mal, même nous, à prononcer, le P, le B, le T, tous ces sons-là. Et donc, on voit bien que déjà, il va falloir tenir compte de la nature du phonème dans notre progression des apprentissages parce qu'ils ne sont pas tous perceptibles de la même manière. Alors là, il ne faut pas que tu spoilies mon petit jeu, Marie, donc attends avant de cliquer. Donc, l'idée, là, je vais vous faire vous rendre compte de quelque chose. Donc, je vais vous dire, on travaille sur le mot rame. C'est bon? Et je vous demande d'inverser les deux premiers phonèmes du mot rame. Est-ce que quelqu'un peut mettre dans le chat la réponse? Oui, ça donne le mot arme. Je suis d'accord. Si maintenant je vous demande d'inverser dans rame le premier et le troisième phonème, vous obtenez quoi? Très bien. On obtient mar. En fait, là, ce qui m'intéresse, c'est pas que vous ayez trouvé la solution, c'est que vous essayez de faire un petit pas de côté pour analyser ce qui s'est passé dans votre cerveau. En fait, ce qui s'est passé dans votre cerveau, c'est que vous avez visualisé le mot rame et vous avez inversé les lettres, puis vous avez à nouveau oralisé ce mot pour trouver le mot qui apparaît. Et en fait, si nous, lecteurs, qui savons ce que c'est qu'un phonème, etc., on a déjà besoin de visualiser le mot pour faire des jeux phonémiques dessus, et ben du coup, ça veut dire que nos élèves de moins de 6 ans, il va être complètement inconcevable de travailler le phonème sans sa forme écrite. Et là, ça consolide l'idée du lien graphème-phonème qui est absolument nécessaire et du travail du phonème avec l'appui de sa forme écrite, parce qu'on voit bien que même nous, bons lecteurs, on en a besoin. Là, tu peux appuyer Marie. Donc, ça vous fait apparaître la solution. Ram donne arme, puis mar. Et ce qu'il faut, c'est que quand, par exemple, vous travaillez la conscience phonologique en maternelle,
souvent, on utilise, si vous en êtes d'accord, les images. Donc là, par exemple, j'ai choisi la première image de Google pour le mot rame. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, on va dire, par exemple, bon voilà, ça c'est le mot rame, on monte notre image et on questionne, qu'est-ce qu'on entend au début du mot rame? Et alors, bon, il y en a qui vont y arriver, mais celui qui est en difficulté, alors attention, là je grossis le trait quand même, hein, mais c'est pour vous faire comprendre, celui qui grossit le trait va se dire que l'image est là pour l'aider, que la maîtresse, elle lui montre l'image pour l'aider. Et donc, du coup, il va analyser cette image, il va se laisser distraire par cette image, et il va finir par se dire qu'au début de la rame, il y a la main du petit garçon, il y a la barque, et il ne va plus être du tout dans l'analyse du flux oral. Donc, en fait, le premier point de vigilance, et là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les recherches, c'est de faire attention à l'usage aussi de l'image. C'est-à-dire que si ça vous paraît important d'utiliser les images parce que vous voulez travailler sur des mots et vous voulez que les élèves aient le sens de ce mot, pas de souci. Mais il va falloir le faire en décalé avec le moment où vous demandez d'analyser le flux oral. Au moment où vous demandez d'analyser le flux oral, l'image n'est plus présente pour que l'attention de l'élève soit justement sur le flux oral et pas attirée par autre chose comme une image. Donc ça, c'est donc les deux premiers points de vigilance, à savoir, voilà, attention à l'usage de l'image et attention, vous ne pouvez pas travailler le phonème sans la forme écrite. Et c'est celle-là qui va valider. En fait, quand vous allez demander qu'est-ce qu'on entend au début de rame, vous n'allez pas juste dire oui, on entend le r qui est codé par la lettre R. Vous allez montrer le mot rame écrit et c'est la forme écrite qui va valider le fait qu'on a bien le son r au début parce qu'il y a la lettre R. Alors, autre point de vigilance, donc, ah oui, tu as raison, il y avait le Où est Charlie. Je mettais cet exemple-là aussi en vous disant que finalement, quand vous prenez un livre Où est Charlie, si je ne vous donne aucune indication sur qui est Charlie, vous allez le chercher et vous allez galérer. Par contre, si je vous montre l'image de Charlie, vous allez galérer quand même, mais au moins, vous avez des indications qui vont vous permettre de le retrouver. Dites-vous que le phonème, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Comme Charlie à retrouver, c'est très complexe à retrouver dans le flux oral. Et donc, la seule chose qui le concrétise, c'est son image, j'allais dire. Donc, c'est sa forme écrite par la lettre, son code, sa lettre, en fait. Donc, du coup, gardez ce parallèle avec Où est Charlie et dites-vous que vos élèves, il faut leur donner matière et il faut qu'ils sachent qu'ils cherchent. Donc, ils vont chercher, par exemple, le son de la lettre R dans le mot rame. Alors, diapo suivante. Là, il y a une petite vidéo. Donc, c'est une petite vidéo qu'on utilise pour illustrer des petites activités autour de la perception du phonème. Et donc là, l'élève doit retrouver, doit retrouver le phonème A. Et la consigne, c'est de dire où est-ce qu'il entend le phonème A au début, au milieu et à la fin. Et dans cette vidéo, il y a quelque chose qui pêche. Et si quelqu'un arrive à le trouver, ce serait top. Chocolat. Là. Il est à la fin. Très bien. Nous allons faire papy. Pi. Au début. C'est super. Encore le son A. Abeille. Si tu veux. Abeille. Abeille. Je trouve au début. Au début. Ok, est-ce que quelqu'un voit ce qui peut me gêner au niveau de cette vidéo? Alors, il y en a plusieurs qui me parlent de syllabe écrite. On y reviendra en maternelle. On ne travaille pas la syllabe écrite. Hein. On travaille que la syllabe orale. Alors, la tâche n'est pas trop complexe, en fait. Je vais vous indiquer. Alors non, c'est pas qu'elle lui donne la réponse. En fait, là, ce qui ne va pas dans cette vidéo, c'est en fait les termes qu'elle emploie. C'est-à-dire que dans papy, le début, c'est pas le son A. Le premier son qu'on entend dans papy, c'est le son de la lettre P, c'est le P. Donc en fait, elle l'induit en erreur parce que
elle n'a pas formulé sa consigne de façon précise. C'est-à-dire qu'elle lui dit, est-ce que tu l'entends au début, au milieu, à la fin? Et finalement, elle lui fait analyser un mot dans lequel le son A n'est pas au début. Il est dans la première syllabe. Et donc ça, c'est un des points forts de vigilance qu'il faut avoir. C'est-à-dire que comme cet apprentissage est déjà hyper complexe, il faut faire très attention au vocabulaire que vous utilisez et et au support d'analyse que vous choisissez. C'est-à-dire, alors, je reviendrai sur ce que dit Anne-Laure Pichon. Du coup, l'idée, c'est qu'il va falloir harmoniser, si tu peux le mettre, Marie, il va falloir harmoniser au sein du cycle votre vocabulaire. Par exemple, que tout le monde parle de la même chose, pas forcément du bruit ou du son, qu'on se mette tous d'accord. Il va falloir aussi harmoniser le codage sur lequel vous allez travailler. Il ne faut pas que la syllabe soit représentée par des vagues, par exemple en grande section, et par des ronds en moyenne section, et que le phonème soit après, lui, représenté par un jeton, parce que ça va le perturber. Donc, il est important au niveau de votre école d'harmoniser le métalangage et la symbolisation. Et donc, les autres points de vigilance, ça va être... Du coup, ça va être de choisir le support de travail. Donc, lui-même va proposer le mot abeille parce que le mot abeille, pour le coup, commence vraiment par le phonème A. Et il faut se dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il analyse le flux oral de la parole, l'enfant, il perçoit d'abord la syllabe. Donc, pour éviter toute confusion sur l'unité sonore de la langue sur laquelle on travaille, au début, quand vous travaillez sur le phonème, vous allez faire attention de choisir des mots monosyllabiques. Vous n'allez pas donner le déterminant parce que si vous donnez le déterminant, du coup, vous avez 2 mots et il aura du mal à les discriminer. Et on ne travaille, donc ça c'est pas moi qui le dis, en maternelle, on ne travaille que sur la syllabe orale. Voilà. Donc du coup, il va falloir faire attention à cet apprentissage complexe en le simplifiant par un choix pertinent des mots utilisés et analysés. Et donc, le dernier point, c'est donc le travail autour de l'image qui doit être du coup légèrement décalé par rapport au temps d'analyse du flux oral de la parole. Alors, c'est très bref et je sens que ça va être une source de questions. Je suis désolée. Mais du coup, en 40 minutes, je vais devoir passer à la suite sur du coup ces méthodes qui vont nous permettre de construire ce lien graphème-phonème qui devient donc fondamental pour l'apprentissage réussi en CP de la lecture et de l'écriture. Et donc, le premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est déjà comment on apprend correctement. Donc, tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Marie. Donc, quelque chose d'important pour moi, ça a été la courbe de l'oubli des Bingos parce qu'il permet de se rendre compte que finalement, donc vous voyez, quand vous avez l'information qui est donnée, 10 minutes après, l'enfant a oublié la moitié de l'information. Et si vous ne lui rappelez pas, en 24 heures, voire une semaine, il aura tout oublié. Et donc, pour garder en mémoire l'apprentissage qu'on vient de faire, il va falloir le répéter de manière très régulière pour réussir à en avoir un encodage en mémoire qui soit pertinent. Donc ça, c'est le premier point. Garder le fait que quand on va avoir un apprentissage autour d'un apprentissage complexe comme le lien graphème-phonème, il va falloir quelque part le ritualiser pour avoir une répétition de la notion qui est très importante et qui va le permettre de la garder en mémoire. Le deuxième point, c'est pas tout à fait Stanislas Dehaene, mais en gros, ça reprend tout ce travail sur comment on fait pour bien apprendre et cet engagement actif de l'enfant qui va passer par le fait qu'il comprenne pourquoi il apprend, donc c'est tout cet enseignement explicite. Il va falloir, comme on est en maternelle, avoir aussi un côté ludique pour pouvoir maintenir l'attention de l'élève. Et quelque chose de très important, c'est que il va falloir une approche multisensorielle. Parce que toujours de la même manière, plus le réseau, comme on le dit, plus le réseau est riche, meilleure est la performance. Donc plus vous proposez des portes d'entrée liées à des intelligences diverses, meilleure sera la mémorisation. Et enfin, il va falloir faire un contrôle de l'apprentissage, c'est-à-dire que vous, en tant qu'enseignant, il va falloir penser à une programmation, à une progressivité et à un contrôle des séances, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un moment, je vais travailler sur le vocabulaire pour leur faire comprendre et c'est lors d'une autre séance que je vais analyser phonologiquement ces mots. Voilà, contrôler l'apprentissage, c'est penser ces temps d'apprentissage, en fait. Alors, pourquoi
Ah, c'est tout noir. Non. Tu peux passer à la suivante, Marie. Et du coup, pourquoi j'ai éprouvé le besoin de développer une nouvelle méthode. Est-ce que tu peux passer à la suivante? Ouais, ça bug, pardon. Ah. Donc, en fait, dans la diapo suivante, je mets en avant les différentes méthodologies qui existent actuellement autour de la construction du lien graphème-phonème. Donc, voilà, c'est ça. Donc, du coup, la toute première, eh bien, c'est les lettres rugueuses Montessori. La deuxième, c'est les alphas, qui souvent sont associés à Borel-Mézoni. Et puis, vous avez deux autres méthodologies plus spécifiques à la maternelle, qui sont les lettres déguisées et les fabulettres. Alors, pourquoi je mets en avant ces outils-là? Parce que c'est des outils qui existaient. Et quand je fais mes formations, souvent, on me dit que c'est important de comprendre le cheminement, de pourquoi ces méthodes-là n'étaient pas suffisantes ou ne correspondaient pas à ce que à cette construction du lien graphème-phonème comme je l'entendais à la lecture des différentes recherches. Eh bien, pour les lettres rugueuses Montessori, ce qui a été compliqué pour moi, c'est que j'avais une classe de petits moyens grands à 28 au tout début, et en fait, je n'étais pas formée à la pédagogie Montessori, donc pour moi, c'était très complexe à mettre en œuvre les présentations individuelles. Et en plus, ce qui me gênait, c'était le fait qu'on ne donnait pas le nom de la lettre. Au niveau des alphas, ce qui me gênait, c'était la graphie en script. J'essaie d'aller un peu plus vite parce que le temps passe. Et le fait qu'il n'y avait pas de dimension multisensorielle. Alors ça, les enseignants, spontanément, ils ont comblé le manque en associant à Borel-Mézoni. Mais il faut garder en tête que forcément, en associant deux méthodes qui n'ont pas été créées pour être ensemble, il y a parfois des non-sens. Il y a parfois des choses qui finalement complexifient la mémorisation parce qu'elles n'ont pas de réel lien entre elles. Les deux autres méthodes, les lettres déguisées et les fabulettes, déjà, correspondaient mieux parce que, du coup, elles s'appuyaient sur la graphie majuscule. Or, on sait que quand on arrive en petite section, l'élève, autour de lui, il est entouré par de l'écrit, et cet écrit est en majuscule. C'est comme ça dans la culture française. Or, quand on a expérimenté un petit peu avec une graphie script dès la petite section, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, les élèves de petite section se mettaient à essayer d'écrire avec des lettres script. Or, c'est pas ce qu'on fait en France, on écrit avec les lettres majuscules. Donc après, pourquoi les lettres déguisées et les fabulettres, ça me gênait? Parce que déjà, il n'y avait pas de dimension multisensorielle, parce qu'au niveau des lettres déguisées, c'était simplement une tête de bonhomme posée sur toutes les lettres, et du coup, il fallait une discrimination visuelle très fine pour réussir à discriminer les lettres. Et puis, il y avait des petites histoires qui étaient liées, qui pour moi posaient problème, parce qu'elles n'étaient pas toujours sous question de sens. Quand vous séchez les cheveux, pour moi, le premier bruit qui vient quand on sèche les cheveux, c'est pas le son j, mais plutôt le ch, le f. Quand on fait le son de la lettre D, justement, on ne veut absolument pas que ça fasse 2. Or là, le référent, c'est la quantité 2. Pour les fabulettres, il n'y avait pas de dimension multisensorielle, et du coup, il n'y avait pas forcément de lien avec une gestuelle. Et l'autre point qui me gênait, c'est qu'il y avait des référents qui prenaient le son au milieu d'un mot. Taxi pour le X, et du coup ça c'est très difficile à percevoir pour l'enfant parce qu'un enfant perçoit d'abord le phonème en position initiale, puis en rime et enfin dans le mot. Donc ça complexifie la tâche. Et donc c'est pour toutes ces raisons-là, là tu peux passer vite du coup parce qu'il y avait les raisons qui apparaissaient. C'est pour toutes ces raisons-là que du coup j'ai développé une autre méthode. Et le premier choix de cette méthode, ça a été d'accepter le fait qu'elle ne serait pas parfaite parce qu'il y a 27 lettres dans l'alphabet, mais pour coder les 37 phonèmes de la langue française, il y a 290 combinaisons de lettres possibles. Donc, il fallait d'abord accepter le fait qu'on ne pourrait pas être exhaustif ni extrêmement précis et que donc, il allait falloir faire des choix pour simplifier l'apprentissage. Et pour ça, il fallait définir clairement un objectif qui était celui de faire comprendre que les lettres servent à coder les sons, mais pas forcément de façon exhaustive. Donc, en fait, on a pris des recherches et on a regardé chaque lettre, le pourcentage de fois où elle codait le son, et on a pris les sons les plus fréquents codés par cette lettre pour associer une lettre à un graphème et simplifier le principe. Alors, du coup, les autres choix qui ont été faits. On a d'abord fait le choix de prendre l'univers des contes. Pourquoi ?
parce que du coup, c'est un univers que les enfants connaissent. Il y a déjà une dimension affective qui va favoriser l'engagement actif. Et puis en plus, par rapport au phono-zoo que je proposais avant, l'avantage de Lettres et compagnie, c'est qu'en plus, ça permet de développer une culture commune de l'écrit, puisqu'on va pouvoir évoquer les contes traditionnels à travers les différents personnages. Ensuite, il y a eu le choix des référents. Et là, je m'étais mis un certain nombre de contraintes au regard notamment de tout le travail de Eri, une chercheuse américaine, sur la mémorisation, qui montrait qu'il fallait que du part on prenne le son initial du mot, qu'ensuite le référent ait naturellement la forme de la lettre visuellement, que ça favorisait à plus de 70% la mémorisation, et qu'enfin, moi, je voulais que ça ne sorte pas du chapeau et que donc le personnage, on facilite le lien avec le son qui code. On ne fasse pas un dessin complètement transformé. Et donc, du coup, il a fallu choisir la gestuelle. Donc là, on travaille en collaboration avec une orthophoniste. On a développé une gestuelle. Et sachant que parfois, c'est très complexe de comprendre ce qui se passe dans la bouche, quand ça devenait trop complexe, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va faire un geste très stéréotypé qui permettra de faire le lien directement avec le référent et donc favoriser une porte d'entrée. Et enfin, les derniers critères que je m'étais mis, c'est que j'avais pas beaucoup de temps, donc je voulais quelque chose qui prenne pas trop de temps parce qu'on a déjà bien trop de choses à faire. Je voulais quelque chose de ritualisé pour favoriser la mémorisation et j'étais nulle en chanson, je retiens jamais les airs, donc l'idée c'était de ne pas avoir une musique à retenir. Et finalement, en faisant des recherches, il a été prouvé que finalement, avoir un phrasé régulier donne un rythme et que ce rythme suffit à avoir une mémorisation auditive. Alors, qu'est-ce que ça donne, Lettres et compagnie au début? J'en suis déjà à 40 minutes, là, Marie. Oui, quasiment. Bon, alors on va juste accélérer rapidement. Donc du coup, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Donc Lettres et compagnie, pour ceux qui connaissent pas, c'est un principe d'un rituel qu'on fait au début de façon collective, ce qui simplifie les choses pour la mise en place. Et l'idée, c'est d'avoir mis en lumière, en impliquant corporellement son corps, les deux moments forts, c'est-à-dire le moment où on va nommer la lettre. Et pour ça, on va bouger en traçant la lettre en même temps. Et quand on bruite la lettre, où là, du coup, on va faire la gestuelle adaptée. Donc, Marie, si tu peux m'aider, mais tu coupes dès que j'ai fini le A. Comme ça, c'est très court, mais ça permet de montrer un petit peu ce que c'est, s'il te plaît. Non, sur la vidéo d'abord. Ah oui, pardon. Alors. Voilà. Et donc, du coup, on voit qu'on va dérouler comme ça les différentes lettres. Donc là, tu peux arrêter parce qu'il y a tout l'alphabet, donc ça sert à rien. Et on a donc deux moments forts, le moment où on nomme la lettre et le moment où on bruite la lettre. Et à chaque fois, il y a un mouvement corporel qui est associé. Alors, comment ça se passe? Eh bien, il y a ce temps, donc diapo suivante, il y a ce temps collectif où du coup, on va penser à la courbe de l'oubli et donc on va répéter. Donc pendant la période 1, on va faire découvrir en début de semaine 3 à 5 lettres suivant votre niveau et on va répéter ces lettres. Hein. On évite le fait de découvrir une lettre par jour parce qu'on est vraiment dans l'idée, je veux qu'ils se souviennent. Donc je ritualise, tous les jours je fais les 5 lettres que j'ai découvertes en début de semaine. Et c'est très important à ce moment-là d'être très explicite, d'où elle vient cette lettre, pourquoi je fais ces gestes, etc. Une fois que tout ça c'est fait, on ritualise, on fait ça pendant une grosse période jusqu'à ce qu'on ait découvert l'ensemble des lettres de l'alphabet. Et ensuite, par la suite, on va consolider. On va consolider par des jeux, on va consolider en proposant le rituel de façon variée, en mélangeant les lettres, en introduisant différentes graphies, en passant par des devinettes, par des jeux, etc. pour construire ce lien graphème-phonème dans d'autres contextes. Et puis, on va faire le choix, accepter que Lettres et compagnie devienne un référent omniprésent dans la classe, dans le sens où on a des bandes d'alphabet, où on a un affichage et où on utilise aussi Lettres et compagnie pour tout ce qui est lié à la lettre, donc également pour le tracé et sa forme écrite. Diapo suivante, Marie, s'il te plaît. Et donc, pour ça, on a commencé à développer un certain nombre d'outils. Donc, les 3 qu'on voit vers le bas, l'abécédaire, la fabrique de la lecture et l'alphabet mobile, pour moi, ça va être les 3 supports qui vont vous permettre de consolider le travail à travers un certain nombre de jeux. Et
les deux autres, le fichier photocopiable et le coloriage magique, c'est plutôt des fiches. Donc, moi, je le mettrais plutôt dans un second temps quand l'enfant a les capacités de faire seul. Donc, j'avais mis un certain nombre de diapos par la suite qui présentaient en détail la méthode. Comme on n'a pas le temps, je ne sais pas, Marie, si c'est possible de donner en PDF le diapo aux gens pour qu'ils regardent. Oui, bien sûr. Voilà. Comme ça, vous pourrez voir les différentes diapos. Il faut savoir qu'avec la méthode Lettres et compagnie, vous avez accès à un Padlet où vous avez un certain nombre de ressources, donc des ressources à télécharger, des affichages, des bandes alphabet individuelles. Vous avez aussi un certain nombre d'ateliers individuels de manipulation pour mettre dans les petits tiroirs et vous avez des jeux collectifs. Je peux passer là. Et puis après, vous avez la boîte de jeu, la fabrique de la lecture. Tu peux passer. La fabrique de la lecture qui a été conçue pour en fait être une seule grosse valise qui va vous servir tout au long du cycle. Et comme ça, vos élèves n'ont plus ce problème où ils perdent des fois leur attention parce que du coup, ils découvrent un nouveau jeu. Là, pour le coup, vous allez avoir les mêmes jeux que vous allez pouvoir utiliser la petite section OCP. On en a 12 de base, mais il y a énormément de variantes. On a pensé un support avec des fiches qui sont très visuelles, ce qui vous permet, vous savez, dans la vraie vie, où du coup, vous leur donnez la fiche, ils vont pouvoir installer le matériel pendant que vous lancez les autres en atelier. Et quand vous revenez, vous pouvez vous lancer dans le jeu. Et en fait, du coup, si tu veux passer comme ça, on voit un peu les autres supports. Vous avez des pistes de jeu. Ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre de travailler pas que lettres et compagnie. Vous allez pouvoir rebrasser tout votre vocabulaire. Et vous avez aussi des jeux de cartes pour faire des mémories, des jeux Kia, des lettres mobiles, des lotos, etc. Ensuite, vous avez des ressources téléchargeables parce qu'on s'est dit tant qu'à faire d'avoir toutes ces images, autant les exploiter jusqu'au bout. Donc, on a des lotos démos, on a des cartes pour encoder et vous avez une programmation sur le cycle qui vous dit pour chaque niveau comment utiliser les jeux et au sein de chaque jeu, comment décliner ce jeu sur les 5 périodes. Au mois de juin, vous allez avoir l'alphabet mobile qui va sortir, donc des petites lettres à manipuler. Ça va être plutôt pour de la consolidation avec des petits jeux lors de rituels pour réactiver tout ça. Et là, je mets un point de vigilance qui me tient beaucoup à cœur. C'est que, en fait, quand on développe cette méthode, c'est pour construire le lien graphème-phonème, donc pour faire comprendre que la lettre code le son. Et donc, à aucun moment, on va encoder avec les personnages, parce que du coup, sinon, ça fausse tout. Tout l'intérêt, c'est de leur faire comprendre ce lien graphème-phonème. Donc, on évite tout ce qu'on voit là sur Internet, ces encodages avec des personnages. On va utiliser les personnages pour identifier les sons qu'on entend, mais quand on commence à encoder, du coup, là, on repasse aux lettres. Par la suite, je vous présentais donc les différents fichiers. Donc, le fichier photocopiable, il a été pensé avec les 3 dimensions de la lettre. Une dimension, on va travailler tout ce qui est visuel, reconnaissance de la lettre et l'association avec son référent. Puis, on va faire entend et après, j'écris. Il faut savoir que les visuels ont été pensés pour que ça puisse aider l'élève à aussi se repérer graphiquement dans l'espace de la feuille et donc réussir à maîtriser son geste pour écrire correctement la lettre. Là aussi, vous avez du matériel téléchargeable parce qu'on sait bien que tous les enseignants sont différents. Il y en a qui aiment colorier, il y en a qui aiment faire découper, coller. Donc, en fait, on a décliné toutes les fiches avec l'ensemble des lettres suivant la consigne que vous préférez. Et puis, le coloriage magique, donc là, c'était une demande un peu des utilisateurs qui avaient bien aimé les coloriages magiques présents dans le fichier photocopiable. C'était pas forcément un outil que moi, j'utilisais beaucoup, mais du coup, là, on l'a optimisé avec les éditeurs. Et du coup, parce que moi, je voulais pas de ces coloriages magiques où il y en a un qui l'a fini en 5 minutes et l'autre, il lui faut 10 séances pour finir son coloriage. Donc, l'idée, c'était de ne pas avoir forcément systématiquement toute la zone du coloriage à faire, mais juste une partie précise. Et pour que ce soit pas trop facile, par exemple, pour l'âne, on ne reprend pas forcément la forme du référent, on met l'âne de façon plus générale. Voilà, je suis désolée, j'étais un petit peu vite sur la fin. Il y a un autre webinaire qui va arriver par la suite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et après on passe à vos questions, parce qu'en fait, quand on revient sur un peu tout ce que disait le National Reading Panel, il y a une activité phare qui nous permet de travailler l'ensemble des compétences prédictrices de réussite pour nos élèves, c'est la production d'écrit. Quand vous faites de la production d'écrit, vous mobilisez la dimension sémantique, il va falloir qu'ils
créer son propos, donc vous travaillez la dimension sémantique, et il va falloir qu'il le produise à l'écrit, donc vous allez travailler la dimension pratique. Et donc la prochaine fois, j'essaierai de tenir mon temps et de vous présenter un peu l'outil qui sortira en juin, et de la même manière, les choix qui ont été faits pédagogiquement pour faire cette entrée dans l'écrit. Voilà, je vous remercie de votre attention et je m'excuse d'avoir été aussi vite et d'avoir reniflé autant. Je suis désolée, j'ai la grippe, mais voilà. Donc Marie, je ne sais pas comment tu veux procéder pour la suite. Oui, alors du coup, je voyais pas les questions parce que je partageais mon écran, mais je vais regarder. Alors. Alors après, pendant que tu regardes, je me permets de dire qu'il ne faut pas hésiter, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, à me contacter. Alors le plus simple maintenant, c'est Insta, parce que j'avais un site internet, mais il bug, donc j'ai pas eu le temps de le remettre complètement en route et j'ai du mal à recevoir les messages via mon blog. Mais via Insta, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, j'essaye d'y répondre le plus possible. Il y avait une question sur la syllabe. Pourquoi ne pas travailler avec la syllabe comme paire minimale? Comme quoi? Comme paire minimale. Au lieu de... Attends, parce qu'en fait, il y a eu tout un débat sur le chat. Ah, il y a eu tout un débat autour de la syllabe. Oui. Et ben, ça questionne toujours la syllabe parce que si vous voulez, comme la syllabe, c'est quand même quelque chose qui est au centre de notre travail sur la conscience phonologique. Et puis là, ben, je vous bouscule un petit peu en vous disant que c'est la seule conscience qui est naturelle, donc qui est quelque part celle que vous avez le moins besoin de travailler avec vos élèves. Après, pourquoi pas s'attarder autant sur la syllabe? Si vous voulez, il y a une recherche qui a été faite dessus où en fait, ils ont développé une méthode où ils prenaient comme base la syllabe à la place du phonème. Et en fait, où ils prenaient une méthode pareille, multisensorielle, sauf qu'au lieu de coder le phonème, on codait la syllabe. Et en fait, ça n'a pas du tout été concluant. Donc en fait, la syllabe, c'est pas qu'on la met de côté, mais c'est qu'on l'utilise différemment maintenant. Je vous dis pas d'arrêter de travailler à la syllabe. Je vous dis juste que même si vous faites un pas de côté, que vous réfléchissez, vous, quand est-ce que vous utilisez la syllabe au quotidien dans ce travail d'encodage et de décodage? À un seul moment, quand vous voulez travailler une unité plus petite. Pour le reste du temps, c'est la conscience lexicale et la conscience phonémique qui sont utiles. Et donc, c'est celles-là qu'il faut travailler parce qu'en plus, elles ne sont pas naturelles. Merci. Il y avait aussi une question sur savoir si cette méthode est applicable en RASED. Ah oui. Alors ça, oui. Et puis, on a eu des classes tests. On a eu des tests au niveau du RASED. Et moi, j'ai beaucoup, comme les plupart d'entre vous, moi, j'ai 2 autistes dans ma classe. Ça fait des années que j'en ai. Et ça a été aussi testé avec des autistes lourds et ça a bien fonctionné. Ce qui aide, en fait, c'est le côté multisensoriel. Voilà. Donc oui, ça fonctionne au RASED. Et la question que j'ai souvent aussi, c'est est-ce que cette méthode, si au CP, par exemple, elle utilise plutôt les alphas ou notre méthode, est-ce que c'est gênant? Eh bien, ça aussi, on a testé. On a une classe qui avait commencé l'année avec les alphas et qui, du coup, a bien voulu rentrer dans le protocole test et a continué avec Lettres et compagnie parce que, justement, il y avait des élèves qui ne rentraient pas dans cet apprentissage. Et ça a été une réussite. Les enfants font très bien la part des choses parce que l'idée, c'est que vraiment, pour moi, dans ma tête, l'idée, c'est qu'une bonne méthode, c'est une méthode qui s'efface au regard de l'apprentissage. Donc, Lettres et compagnie, ça va vous permettre de créer ce lien graphème-phonème et elle va s'effacer. Une fois que le lien graphème-phonème, il est construit, vous allez voir qu'il vous parle un peu des référents parce qu'ils y sont affectivement attachés, mais le lien est créé et du coup, ils sont passés déjà à une compétence plus complexe. Alors, je vois qu'il y en a qui me posent la question pourquoi je ne veux pas qu'on encode avec les lettres de l'alphabet mobile. Je ne serai pas dans vos classes, je ne vous interdirai rien. Je dis juste que, en fait, moi, je me dis que l'intérêt de la méthode, c'est de construire ce lien graphème-phonème et de faire comprendre que ce qu'ils voient autour d'eux, toutes ces lettres, ça code de l'oral. Et une fois que ça, c'est compris, c'est tout l'intérêt, en fait. L'idée, c'est de leur faire bien comprendre que quand on veut passer à l'écrit, on écrit une lettre pour coder ce qu'on veut dire à l'oral. Or, si quand vous passez à l'écrit, vous mettez le petit âne de Albert Lann, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'écrit, c'est une image, et ça me gêne.
Donc en fait, dans ma classe, par exemple, parce que j'en ai déjà des prototypes, nous, ce qu'on fait, c'est que comme c'est déjà complexe, on cherche, parce que vous le voyez bien quand vous leur faites encoder, il y en a qui perçoivent d'abord les voyelles en premier. Par exemple, dans papy, ils vont vous dire j'entends A et I. Du coup, hop, je prends le A, l'Alberlan et le I parce que ok, on entend ces phonèmes-là. Est-ce que vous en entendez d'autres? Et une fois que vous avez sorti les phonèmes qu'on entend dans le mot, là, vous allez les ordonner, mais au moment du passage à l'écrit, vous passez sur la lettre. Qu'est-ce que je pense d'une année de phono avec Siméon? Je pense que c'est une méthode intéressante dans le sens où elle redonne une place correcte aux phonèmes. Pour autant, c'est ce que j'ai mis en lumière. Moi, ça ne m'allait pas. Le fait qu'il n'y ait pas d'approche multisensorielle, le fait que la syllabe soit aussi présente. Et que du coup les référents étaient pas, il n'y avait pas ce côté mis en avant par Eric que le visuel en fait du référent était clair. Parce que pour le C c'est le collier et en fait ça n'a pas la forme d'un collier. Mais il y a des classes qui font les deux. Je pense notamment à Fofi qui utilise les deux, c'est-à-dire que pour tout le travail sur le phonème, elle a lettre et compagnie, et pour le reste des apprentissages de syllabes qu'on a du mal à arrêter, elle prend les autres outils. Cléo, j'en parlerai plutôt pour la production d'écrit. Il y a aussi plusieurs questions qui se rejoignent sur le fait de savoir si comment vous procédez avec un triple niveau et est-ce que c'est fait de manière collective? Oui. Alors moi, quand j'ai un triple niveau, la première période, je fais le rituel avec tout le monde. Par contre, première période et des fois ça déborde un peu en novembre parce qu'avec les petits, il faut pas aller trop vite. Mais par contre, ce que je fais souvent, c'est que je le maintiens avec les petits, avec les lettres majuscules le matin. Et par contre, l'après-midi, du coup, je fais varier le rituel avec les plus grands pour introduire les autres graphies, etc. Mais moi, je sais que ça peut paraître bizarre, mais moi, dès la deuxième quinzaine de septembre, même mes petits sont sur lettres et compagnie. Et en fait, lettres et compagnie, c'est corporel. Donc, si vous voulez, quand vous les mettez tous debout face à vous et qu'ils sautent pour faire la grenouille, c'est un vrai moment ludique et un vrai moment de partage. Et du coup, les petits rentrent vraiment dedans. Alors, ils mémorisent pas aussi vite que les autres parce que c'est vachement abstrait encore, mais ils sont sensibilisés et il faut prendre son temps et ça marche très vite. Oui, lettres et compagnie, il y a Manuel qui reprend ce que je dis. Il y avait une question. Alors, quelle est ma progression? Ah oui, mais ça, je suis d'accord qu'en 45 minutes, c'est rapide. Attends, il y avait une... Alors, la séance dure combien de temps? En fait, au tout début, dans la première période, la séance qui est longue, c'est celle du lundi, où vous allez faire découvrir 3 lettres et vous allez prendre le temps de parler de chaque lettre, de pourquoi vous faire ce geste, etc. Donc, celle-là, elle dure plutôt 20-25 minutes. Après, les autres jours, c'est très rapide. C'est 10 minutes grand max. Marie, c'est toi qui peux répondre sur le replay, je pense. Oui, alors sur le replay, il va y avoir un replay qui va vous être envoyé directement après la fin du webinaire. Et puis sinon, le webinaire sera en ligne sur notre site, sur la chaîne YouTube Atier. Donc vous pourrez aller le voir, le partager. Il y avait une question aussi sur pouvez-vous expliquer davantage les gestes en lien avec les lettres? Les gestes par rapport aux lettres? Par exemple, vous voyez, pour le A, on va faire le geste où on ouvre grand la bouche parce que c'est ce qui se passe. Donc, en fait, on explique que l'âne, quand il braie, il ouvre grand la bouche. Et donc, dans le Padlet, vous en avez des petites vidéos justement d'un âne en train de braire pour bien montrer qu'il ouvre grand la bouche quand il fait un cri. Et donc, du coup, on a choisi ce référent de l'âne parce qu'on pouvait facilement montrer que pour faire le son A, on ouvrait grand la bouche. Mais pour des sons plus complexes, parce que bon, c'est facile de donner toujours le A parce que celui-là, il est perceptible, mais par exemple, pour des sons plus complexes comme le V, qui est parfois difficile à percevoir et à distinguer du F ou du son de la lettre F ou de la lettre S, et justement, on a choisi le vampire parce que le V, souvent, on fait le son donc comme quand on vole pour un avion. J'ai l'air ridicule en fait parce que je mime, mais c'est pas grave. Comme ça, et en plus, on a le fait que c'est un vampire, donc du coup que les dents vont dans la lèvre. Vous voyez, les vampires, ils ont les canines. Donc, en fait, pour faire le son, on enfonce ses dents dans la lèvre. Et c'est des petits détails comme ça qui nous ont fait choisir certains référents plutôt que d'autres pour aider l'élève à comprendre.
Voilà. Il y avait aussi une question sur le lien, faire le lien avec l'apprentissage de l'écriture cursive. Oui, alors ça, vous l'avez notamment avec le fichier photocopiable. On a en fait les dessins d'Être et compagnie qui sont adaptés à l'écriture graphique. Hein. Vous avez des vidéos dans le Padlet qui vous expliquent comment passer d'une graphie à l'autre, sachant qu'il faut savoir qu'une fois que le lien graphème-phonème est construit avec la majuscule, il n'y a pas besoin de le reconstruire dans les autres graphies. Il faut juste montrer à l'enfant qu'il y a d'autres façons d'écrire. Donc, vous n'avez pas à tout reconstruire quand vous passez à une autre graphie. Mais les référents ont été transformés. Donc, moi, je le dis simplement en disant que pour entrer dans les livres et pour écrire dans un cahier, il faut que nos référents prennent moins de place. Donc, on a une forme réduite de la lettre qui correspond à la lettre script et la lettre en attaché. Et par exemple, pour le A, eh ben, on dit que, moi j'aime bien théâtraliser, donc je dis que la petite fée des écoles a dit, par exemple, à Albert Lannes, de prendre moins de place, donc de se reposer, de se coucher. Et en fait, pour le A, on part de la tête de l'âne, on trace son corps, puis sa queue. Donc en fait, dans le fichier photocopiable, vous avez tous les supports qui permettent d'entrer dans l'écriture cursive. On va peut-être prendre une dernière question, parce qu'on va arriver vers la fin du webinaire. Je le répète, n'hésitez pas si vous avez des questions suite à ce webinaire qui a été intense, je le conçois en 40 minutes. Hein, je rappelle, normalement, je mets 6 heures à faire cette formation. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta, j'y répondrai. Hein, ou je vous donnerai mon mail et on échangera par mail. Et... Il y en a qui demandent des exemples d'activités avec l'alphabet mobile. Alors, l'alphabet mobile qui sort donc en juin, on a plusieurs types d'activités. On a des activités pour consolider ce lien affectif, hein, donc déjà rien que de découverte du matériel. Après, on a des activités qui vous permettent de modifier un peu votre rituel avec un principe de lettres qu'on pioche, etc. Ensuite, il y a des activités pour fusionner, c'est-à-dire où on va rapprocher les lettres, un peu comme vous avez le syllabaire à disposition dans le Padlet, où on rapproche les personnages de Lettres et compagnie pour commencer à former des petites syllabes puis des mots. Et puis, vous avez justement des situations d'encodage avec du matériel qui vont vous permettre d'encoder, de passer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, justement du choix du son à la forme écrite. Merci beaucoup. Je crois qu'on va arriver à la fin. Donc, il y a Madame Muller qui a mis le lien vers l'Instagram. Donc, c'est parfait. Donc, si vous voulez retrouver Florence Mathias sur Instagram, vous avez le lien dans le chat. Ouais. De toute façon, c'est la matière de Flo, mon Insta. Je pense que vous pouvez le reconnaître. Et... Voilà, et oui, il y en a qui parlent de progression avec Lettres et compagnie. On a essayé de décliner des exemples de progression, quel que soit votre contexte de classe. Des classes multiniveaux, des classes simples, des classes qui n'ont pas du tout fait de la conscience phonémique en petit moyen et vous arrivez en grande section, faut le lancer. Voilà, on essaye d'être le plus exhaustif possible. Mais c'est pas une méthode qui vous enferme. Vous êtes quand même très libre de l'adapter à vos élèves. Merci beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, vous allez retrouver le replay donc qui va vous être envoyé par mail automatiquement. Et vous allez aussi pouvoir le retrouver sur la chaîne YouTube Atier. Donc, je vous remercie beaucoup de toutes vos questions, de tous les encouragements qu'on a vus dans le chat et puis et d'être venus aussi nombreux. Et merci pour votre attention et pour votre intérêt. Très bonne journée. Bonne journée à tous.